Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. J'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver comme chaque semaine pour vous faire découvrir un profil intéressant, inspirant sur notre plateau. J'espère aussi que vous continuez à prendre soin de vous, à prendre soin des vôtres et à prendre soin de tout le monde en respectant tous les gestes barrières contre la Covid-19. Parce que voilà, il faut qu'on y mette chacun du sien parce que voilà, on est tous ensemble dedans et on s'en sortira tous ensemble, n'est-ce pas? Oui, j'ai hâte de bientôt pouvoir retrouver le public. J'espère que la pandémie sera vite derrière nous et on salue tous ceux qui sont en train de faire tous ces efforts qu'on voit pour que voilà, on puisse battre cette pandémie. Alors, l'émission Le Miroir, chaque semaine, on a un invité avec nous sur ce plateau. Et cette semaine, qui va-t-on découvrir? On découvre Nathalie Bonté. Notre invitée du jour est propriétaire d'un restaurant fondé avec son mari, Poivre Noir. Elle est blogueuse, elle partage via Instagram Jolie Tropissime, il faut retrouver ça, ses aventures et découvertes au cours de voyages et aussi des bons endroits, profils intéressants d'artisans, artistes et entrepreneurs rwandais. Cette passionnée de voyage rwando-belge qui est née au Burundi, a grandi au Cameroun avant de partir en Belgique et revenue s'installer au Rwanda en 2014. Nathalie Bonté est notre invitée sur Le Miroir. Elle se dévoile juste après cette petite pause. Bienvenue Nathalie. Merci pour l'invitation. Oui, c'est vraiment une joie. Oui, j'ai été à Poivre Noir 2 fois, je te le dis tout le temps. Oui. C'est parce que ça m'a impressionné. J'ai trouvé que une fois c'était en famille. Oui. Et une autre fois, c'était carrément une fête. Okay. Donc, il y avait plein de gens et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était assez bien. On était bien accueillis, on était à l'aise. Et puis, mon Dieu, la nourriture, c'était extraordinaire. Donc, voilà, c'est pour ça que je répète tout le temps. Ça fait super plaisir. C'est vraiment ce qu'on a essayé de créer, le concept du bistrot. Et que ce soit accueillant aussi bien pour quelque chose d'un peu officiel, mais aussi pour quand on a juste envie d'un bon repas entre amis. Voilà, c'est vraiment l'idée. Alors, Jolie Tropissime, c'est votre autre projet. Qui est un blog. Tout à fait. Et vous êtes passionné de voyage, vous en parlez. Vous parlez aussi de tout ce qu'il y a d'intéressant ici au Rwanda. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc en fait l'idée de ma page Instagram et du blog sont venues parce que quand on s'est installé au Rwanda en 2014, les gens étaient surpris. Et ils me posaient des questions sur comment est le Rwanda. Et en fait, c'était des questions qui étaient assez similaires aux questions que j'avais pu rencontrer 20 ans auparavant quand j'étais rentrée en Belgique, après une enfance au Cameroun. C'est-à-dire que la perception que les gens ont de l'Afrique, elle est très cliché, elle est très tournée autour de ce qui ne va pas plutôt que de ce qui va. Et moi, je trouvais que le Rwanda en particulier méritait d'être montré différemment. Et donc, comme j'adore faire de la photo et comme j'adore voyager dans le pays, surtout au début, c'était vraiment ciblé sur le Rwanda, je me suis dit, mais pourquoi ne pas parler de ces endroits extraordinaires dans lesquels je vais, qui sont parfois à 1 heure de Kigali, parfois à 3 heures de Kigali, mais peu importe, qui sont pas loin, qui sont beaux. Et derrière, justement, il y a aussi des entrepreneurs qui ont été très créatifs, qui créent des endroits vraiment incroyables, avec parfois de très bonnes idées en n'utilisant que des produits locaux pour l'architecture. Enfin, vraiment, il y a des endroits au Rwanda, c'est magique. Et donc, l'idée, c'était vraiment ça, partager mon Rwanda qui ne correspond pas au Rwanda cliché que les autres montrent. Et puis, comme on a commencé à voyager en dehors du Rwanda, se sont rajoutées les autres destinations africaines, parce qu'en fait, ces clichés, ils sont valables pour tous les pays. C'est vrai. Les gens aiment à croire que voilà, l'Afrique, ce n'est que la pauvreté, l'Afrique, ce n'est que les conflits. Et c'est dommage parce que ce n'est pas le cas. Et donc, autant se servir de cette plateforme, au lieu d'attendre que l'image change par magie, par l'extérieur, que nous, à l'intérieur, on apporte notre contribution, en fait. Absolument. C'est vrai. Ça me fait penser au fait que la première fois que j'ai entendu parler, parce que étant une personne qui vit ici en Afrique depuis toujours, on ne s'imagine pas, en fait, quelle est l'idée que les autres se font d'ici. Oui. Et un jour, je me souviens, un grand frère qui habite en Belgique, qui dit, quand il était venu en vacances, il montre les photos à ses collègues, ils disent, mais il n'y a pas de... Ça, c'est chez vous, ça, c'est
Il n'y a pas de lion, il n'y a pas Exactement, il de... n'y a pas d'animaux sauvages. Ben si, mais dans Il n'y les a pas parcs. d'enfants sales et tout ça. Exactement. Non, non, c'est vrai que vraiment, ces clichés ont encore la vie dure. Et ils ont aussi la vie dure parce que malheureusement, il existe un tourisme autour de ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir au Rwanda et le tour opérateur va les prendre, il va les sortir de Kigali le plus vite possible, il va les amener à l'intérieur. Et à l'intérieur, évidemment, les gens n'ont pas le même niveau de vie. Donc, c'est plus facile de trouver de la pauvreté, de trouver des maisons en terre plutôt que des maisons en briques et de dire, voilà. Et alors, après, on utilise des hashtags du style This is Africa ou bien They have nothing but they smile so much. Et moi, ça, c'est un truc, ce n'est juste plus possible. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui me rend dingue. Et j'essaye vraiment aussi d'en parler en disant aux gens qui vont venir après parce qu'ils ont suivi le blog et qu'ils se disent tiens, le Rwanda, je vais le mettre sur ma liste de voyage, de dire voilà, évidemment qu'il y a de la pauvreté. On n'est pas en train de vous dire dans le monde entier il y a de la pauvreté, pourquoi il n'y en aurait pas ici. Voilà, c'est pas ça la question. Mais c'est de dire pourquoi vous avez besoin de focaliser sur ça. Au lieu de montrer cet enfant que vous allez croiser, qui peut-être comme mes filles, après l'école, traînent dans la rue. Ça ne veut pas dire qu'elles sont dans la rue toute la journée. Mais si on les surprend à 17h en train de courir dans le quartier, on peut dire « Oh, des pauvres petites filles africaines ». Mais ce ne sera pas la réalité. Si on les voit à 8h du matin avec l'uniforme, on verra des petites filles africaines qui vont à l'école. Donc c'est vraiment quelque chose que j'essaie de dire aux gens. Quand vous postez une photo et que vous mettez un texte, quel est votre message? Parce qu'en fait, ça compte. Il y a beaucoup de gens qui vont liker, qui vont suivre. Est-ce que vous entretenez un cliché ou est-ce qu'au contraire, vous en démontez un pour mettre un peu en avant le pays que vous visitez et ses habitants, en fait? Oui, et sa complexité. Oui. Oui. Alors, vous avez vécu longtemps en Belgique et aussi ailleurs. Oui. Parce que voilà, il y a toute une génération, je pense 2 générations de Rwandais dont la plupart a vécu, grandi, né en exil. Et vous êtes de celles-là et vous êtes revenu au Rwanda. Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que voilà, vous êtes venu, vous avez vu, voilà, vous avez pensé au resto et tout ça, mais derrière, vraiment changer de vie et venir au Rwanda et tout ça, qu'est-ce qui... En fait, j'avais vraiment envie de participer à ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire qu'en effet, ça fait plusieurs générations que la plupart des gens souhaitent plutôt quitter le continent africain vers l'Occident que revenir. Et puis, depuis les années 2000, il y a un mouvement un peu différent, que ce soit dans certains pays d'Afrique de l'Ouest ou particulièrement au Rwanda, où je pense que la diaspora a vraiment ce désir de revenir et de participer à la construction de son pays. Et en fait, quand on est venu, c'était juste pour confirmer ce sentiment que j'avais. C'est-à-dire que moi, malgré le fait que j'étais en Belgique, je me suis toujours sentie concernée par l'histoire du Rwanda. Ma mère venait en vacances chaque année. Ici, on a de la famille, j'ai des amis. J'avais des amis qui, comme moi, avaient grandi ailleurs et étaient déjà revenus. Et je voyais leur épanouissement. Et je me disais, il faut que j'aille voir et voir ce que moi, je peux faire à ma petite échelle pour contribuer. Et quand on est venu, ça a été un vrai coup de foudre, le dynamisme, le fait que justement, on te dise, si tu veux faire quelque chose, on ne va pas t'en empêcher, au contraire, on va te dire de le faire. Voilà, c'était quelque chose qu'on ne peut pas faire dans n'importe quel pays, dans n'importe quel continent, et c'est quelque chose qui est possible sur le continent africain. Et donc ça me stimulait, et l'idée d'élever mes filles ici, et qu'elles sachent exactement d'où elles viennent, plutôt que d'être des éternels enfants de... Vus en Europe, on appelle ça les enfants de l'immigration, vus d'Afrique, on dit les enfants de la diaspora, et donc tu n'as pas vraiment ta place. Je me disais, voilà, les élever ici, ça va leur donner le bagage dont elles ont besoin, et surtout c'est comme ça qu'on peut aussi permettre à notre continent d'aller plus vite, plus loin, parce que voilà, c'est pas en étant à l'étranger, même si on contribue de l'étranger, c'est moins évident que si on est vraiment ici, qu'on crée de l'emploi, qu'on change les choses, quoi. Absolument, c'est vrai. Et 6 ans plus tard, c'était une bonne décision? C'est la meilleure décision que j'ai prise. J'ai parfois des moments difficiles, comme bien sûr tout le monde quand on a une entreprise. Là, le contexte de l'année passée n'était pas évident. On a des doutes parfois en disant est-ce que j'ai bien fait, mais ils sont très vite gommés parce que clairement, quand je vois la façon dont notre restaurant a pu prospérer, quand je vois l'épanouissement de mes enfants, quand je vois mon propre épanouissement et celui de mon mari, être ici nous a vraiment apporté beaucoup plus de joie que de contrariété, donc le bilan est très positif. Super, super. Et alors, vous êtes dans la restauration et aussi dans le blogging, qui est en quelque sorte quelque chose de nouveau encore. Quel est le niveau de ces 2 domaines-là ici au Rwanda, à votre avis? Alors, la restauration, ça a beaucoup changé en 6 ans et ça change très vite. C'est-à-dire qu'on est passé d'un secteur dans lequel il y avait
pas beaucoup d'offres, un secteur qui commence à avoir une offre qui est quand même assez conséquente. On sent aussi que le niveau change, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les travailleurs dans les restaurants ne se sentaient pas forcément valorisés parce qu'on voyait un peu ça comme un travail qu'on faisait quand on était étudiant ou si on n'avait pas pu faire autre chose. Maintenant, on a pas mal de jeunes qui, grâce à Internet, se rendent compte que le métier de chef est revalorisé, qu'un chef, c'est potentiellement un créateur d'entreprise. Les serveurs se rendent compte qu'au-delà du service, on peut créer des relations avec des clients et avoir vraiment... Enfin, c'est un métier qui est assez complet. Ce n'est pas juste servir parce qu'il faut gérer des stocks. Enfin, voilà, moi, c'est ce que je dis souvent aux gens. Faut voir au-delà du premier aspect du métier. Et donc, on a vraiment vu un grand changement à ce niveau-là au Rwanda. Il y a encore de la place pour, je pense, d'autres concepts et d'autres choses. Et je pense qu'en fait, plus la ville va grandir, plus le pays va grandir, plus l'offre va s'étoffer aussi. Parce que forcément, les gens ayant un meilleur pouvoir d'achat peuvent du coup sortir plus régulièrement. Et aussi, ils ont découvert le plaisir de manger en extérieur. Je pense que ce n'était pas forcément le cas de la génération de nos parents où les mamans préféraient inviter à la maison. On avait un cuisinier à la maison, on faisait des grands buffets, des grandes choses. Maintenant, les gens commencent à dire « Oh, il y a un anniversaire, il y a un baptême. » On ne va pas se fatiguer. On va plutôt déléguer ça et on a l'endroit, la déco, la nourriture. Donc, on sent quand même qu'il y a un changement dans les mentalités aussi. Le restaurant devient populaire. Et ça, c'est très chouette, évidemment, parce qu'au début, c'est vrai que nous, on nous avait dit « Ah, attention, les gens n'aiment pas tellement aller au restaurant, c'est que pour les événements. » Mais maintenant, on se rend compte qu'on a une clientèle qui vient pour un lunch pour le plaisir, pour un baptême, pour un anniversaire, peu importe. Il n'y a pas forcément besoin d'une grande occasion. Ça peut être je passe dans le coin, je m'arrête manger un petit bout. Et par rapport au blogging, pareil, il y a de plus en plus de petits comptes qui commencent à émerger. En fait, je vois surtout beaucoup de gens sur Instagram, qui est souvent le premier pas que l'on fait quand on veut faire du storytelling et raconter des choses, parce que c'est facile, on fait une photo, on écrit un texte, on le poste. Parfois on se dit, créer un blog, il me faut un informaticien ou quoi, mais en fait c'est pas le cas parce que les plateformes sont assez aisées d'usage. Si j'y suis arrivée, c'est que c'était pas trop compliqué. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à aller beaucoup dans Instagram, et moi je dis souvent aux gens, c'est bien Instagram, mais ça reste des images qui ne t'appartiennent pas une fois que tu les as postées, elles appartiennent du coup à tout le groupe Facebook, WhatsApp, Instagram. Et donc, si un jour cette plateforme s'effondre, où sera ton contenu? Où sera ton travail? Donc, c'est vraiment important d'avoir à côté d'autres plateformes. Et le blog est quelque chose qui t'appartient. Tu peux décider des articles que tu postes, tu peux les retirer, les remettre, etc. Tout ce que tu postes en ligne sur les réseaux sociaux, ça ne t'appartient plus, surtout si c'est un compte public. Et donc, c'est vrai que voilà, je pense que les gens doivent un peu comprendre ça. Il faut qu'ils se créent des sites, il faut qu'ils se créent des portfolios s'ils sont plutôt photographes ou content créateurs. Mais juste se baser sur les réseaux sociaux, c'est facile et c'est une bonne façon de commencer. Mais c'est pas comme ça qu'on se crée vraiment quelque chose qu'on peut s'approprier à long terme. Absolument. Ça, c'est un bon conseil, parce que c'est vrai que cette réalité voilà, tout le contenu qu'on met sur les réseaux sociaux, à la fin, on le donne. Exactement. Les gens, la plupart des personnes, on n'y pense pas vraiment. Non, on a tous signé là, le fameux I agree. On ne sait pas trop à quoi, parce que personne ne va aller lire toutes les pages, mais grosso modo, à partir du moment où on le poste, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, etc., ces images ne nous appartiennent plus, elles peuvent être reprises, réutilisées, des gens peuvent copier ton contenu. La seule chose qui t'appartient, c'est quand tu as un site internet avec tes propres règles de propriété, le fait que tu puisses protéger tes photos ou tes textes, en fait. Absolument, oui. Et les blogueuses et propriétaires du restaurant Poivre Noir, ici à Kigali, Nathalie Bonté, c'est notre invitée. L'émission Le Miroir continue avec le défi de notre épisode. Alors, chaque invité, on le met au défi. C'est un tout petit défi, pas très compliqué. Et avec vous, ce sera le oui-non-jeu. Le oui-non-jeu, en fait, c'est une conversation que nous allons tenir et elle dure 60 secondes. Et il faut éviter de dire oui, de dire non. Oh là là. C'est pas compliqué. Ça peut l'être quand même. Parce qu'il y a très peu de personnes qui ont réussi. Oh là là, challenge. Je suis prête. Super. On y va, 60 secondes donc. 60 secondes sans dire oui ou non. Est-ce que vous regardez le foot? Jamais. Non, mais vraiment, jamais. Je ne comprends pas. Je comprends bien le jeu et y jouer peut être sympathique, mais regarder et être énervé devant mon écran pour des gens qui courent et c'est même pas moi, non. Non, je comprends pas. Vous avez dit non, dit non 3 fois. J'ai déjà perdu. C'était combien? C'était comme 20 secondes. Mais je pense que vous avez dit non à la 5e seconde.
Et ben voilà. Faire du je dirais à mes filles, c'est un jeu en plus auquel on joue ensemble, ni oui ni non, mais voilà, là j'ai oublié. C'est pas du tout facile de jouer à ce jeu, je vous jure. C'est clair. Parce que je pense que ce que je devrais faire, je devrais commencer aussi à essayer de ne pas dire oui, non, comme ça on est bien. Exactement, on devrait te mettre dans le challenge aussi. Oui, c'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV et nous continuons avec notre invitée Nathalie Bonté. Elle est dans la restauration, elle est dans le blogging. On la découvre aujourd'hui. J'espère que vous passez un bon moment. Comme, Excellent, moi, franchement, je m'amuse beaucoup. En tout cas, moi aussi. Et on en apprend tellement de choses. Alors, ça fait un moment que vous êtes dans la restauration. Oui. 6 ans, comme Oui. vous le dites. Et quelle est la plus belle chose que vous retenez de ces 6 ans? Je crois que c'est l'équipe qu'on a réussi à créer. Ça a été très dur de recruter des cuisiniers Oui. parce que la cuisine qu'on souhaitait faire était aussi un peu particulière et que ce n'était pas forcément ce qui était tendance quand on est arrivé. Et on avait vraiment beaucoup d'exigences. Même si on n'a jamais été dans le métier, on a toujours été client de restaurant et donc on avait vraiment beaucoup d'exigences. Et pour être honnête, les presque 2 premières années, on a eu énormément de changements dans l'équipe, dans la cuisine. En fait, les gens nous quittaient parce qu'ils se demandaient qu'est-ce qu'on leur voulait exactement. On était très exigeants sur les heures d'arrivée, sur la mise en place, sur les cuissons. Et c'était une pression qui n'était pas forcément habituelle. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui ont démissionné en disant on ne comprend pas ce que vous faites et ce n'est pas ça qu'on veut faire. Je préfère retourner à mon ancien travail ou bien travailler dans un restaurant qui fera juste des choses simples. On change le menu toutes les 2 à 3 semaines. Enfin, on se complique la vie. Et maintenant, là, on a une équipe depuis 2016, donc bientôt 5 ans, qui, elle, est la même dans la cuisine. Ce sont des jeunes gars qui, en fait, sont pour la plupart arrivés parce qu'ils venaient en stage. Il y a des écoles ici où on peut étudier la cuisine et donc on nous les envoyait en stage. Et de là, on a senti en eux de la curiosité et de l'intérêt. Et on les a gardés, on leur a proposé après leurs études de revenir. Et donc maintenant, on a une équipe super solide. Et surtout, ils sont devenus suffisamment confortables que pour eux-mêmes participer parfois à la création d'un plat. Avant, quand on faisait un nouveau menu, c'était juste John et moi, on goûtait à 2. Et puis, on invitait parfois des amis pour avoir un avis quand on n'était pas d'accord. Aujourd'hui, notre équipe est capable de nous dire « Oh, ça manque un peu d'acidité. Au niveau de la balance, équilibre, c'est un peu trop sucré, etc. » Donc bref, c'est très gai. Et c'est pour moi ma plus grande fierté, c'est qu'aujourd'hui, notre équipe, elle est vraiment top. Et ce sont des personnes qui ont acquis des compétences qu'ils pourront utiliser tout le reste de leur vie. Ils pourraient postuler ailleurs et grâce à ce qu'ils ont appris chez nous, ils pourraient avoir des postes peut-être à responsabilité. Je pense que pour l'instant, aucun d'eux n'a envie de bouger parce que vraiment, ils s'entendent bien en plus. C'est vraiment, quand j'arrive, ils sont toujours en train de rigoler. C'est une bonne équipe. Mais on sait qu'on est en train de leur donner quelque chose qui va leur permettre de vraiment pouvoir se construire une carrière. Et voilà, je dois dire que c'est un peu un de nos rêves aussi, c'est de se dire que peut-être un jour, l'un d'entre eux pourrait nous dire « j'ai envie d'ouvrir mon propre truc et qu'on puisse l'aider à le faire. » Voilà. Mais ça, ma plus grande fierté, honnêtement, c'est l'équipe qu'on a réussi à créer. Et c'est une belle expérience. Oui. C'est absolument extraordinaire parce qu'on voit tellement, surtout quand on a une entreprise, disons, familiale, Tout à fait. on a envie d'avoir cette convivialité Exactement. avec l'équipe et si on arrive à... Et vraiment, au début, ça me peinait beaucoup parce que je me disais, on ne va jamais réussir à trouver une équipe qui comprenne pourquoi est-ce qu'on est si pointilleux. Et eux, en fait, l'ont compris parce qu'ils voient aussi la clientèle qu'on a qui est loyale, fidèle. Là, même malgré l'année de pandémie et les contraintes qu'on a eues, on a eu un soutien de la part de nos clients et ce soutien, il vient du fait qu'ils sont satisfaits du produit qu'on offre. C'est-à-dire que si tu prends un plat et que tu l'aimes, la fois d'après, quand tu reviens, tu auras exactement la même chose. C'est-à-dire que dans le service, dans les attentes, on essaye vraiment d'apporter un tel degré de qualité que ces gens sont là et quand les temps sont durs, ils sont toujours là. Et ça, je pense que l'équipe l'a bien compris que cette année n'a fait que renforcer ça. Et clairement, voilà, nous, on leur a toujours dit, on est là pour bosser sérieusement, mais à côté, on est aussi là pour être bien ensemble. Et donc, c'est vraiment très gai. On les invite parfois dans d'autres restaurants pour qu'ils puissent aussi, eux, être servis et découvrir autre chose et comprendre aussi d'autres types de cuisine et se dire « Ah oui, tiens, ça, c'est plutôt comme ça. » Et c'est vrai que c'est toujours très chouette quand on les amène dans d'autres restaurants de les voir réagir aux cuissons et aux choses. C'est très, très chouette. C'est bien. Et au contraire, de l'autre côté, quel a été le plus grand défi ou la chose qui a été la plus difficile?
Honnêtement, les 2 premières années, tout était très difficile parce qu'on apprenait en même temps qu'on faisait. Après, je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est parfois de se retrouver dans de ne pas satisfaire un client. Alors, quand c'est parce qu'on a commis une erreur, bon, c'est plus facile, on peut s'excuser, on peut offrir le plat ou en préparer un autre, etc. Mais quand parfois c'est plus lié juste à quelqu'un qui a eu une impression et que quelque chose ne s'est pas bien passé et qu'on sent que cette personne vraiment, elle a décidé que, ben non, poivre noir, plus jamais. Ça, moi, c'est toujours quelque chose qui me touche quand même parce qu'on essaye vraiment d'être un endroit convivial et le but, c'est de plaire, évidemment. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais du coup, voilà, parfois, c'est un peu compliqué de gérer un mécontentement quand on ne le comprend pas. Quand on le comprend, ça va. Quand on ne le comprend pas et que ça va dans d'autres sentiments, c'est plus compliqué. C'est absolument vrai. C'est absolument. Je comprends vraiment ce sentiment. Oui. En fait, j'ai une entreprise où on fait des habits, comme ce que je porte, David Kay. D'ailleurs, salut à toute l'équipe. Et c'est vraiment un de mes plus grands à chaque fois. Oui. Parce que parfois, tu comprends, Exactement. tu sais qu'il y a eu un problème et tout ça, mais d'autres fois, c'est juste, ça n'a pas marché, ils n'ont pas aimé, tu ne sais pas pourquoi. Voilà. Et tu as envie et c'est très compliqué parce que quand on comprend, on peut rectifier, Oui, on peut évoluer, absolument. ou on peut se dire, OK, on n'a juste pas les mêmes goûts. Oui. Je veux dire, quelqu'un qui n'aime pas du tout, je ne sais pas moi, la crème fraîche, on a une cuisine avec beaucoup de crème fraîche, bon, bah, je peux comprendre, on ne peut rien faire. Mais quand c'est quelque chose de juste, je n'ai pas aimé, mais que la personne n'explique pas, c'est vrai qu'on se dit, mais alors on se remet beaucoup en question, on se dit, mais comme mon mari, c'est des grandes discussions, et lui, il est un peu plus philosophe que moi, en me disant, mais Nat, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est normal qu'il y ait des gens à qui on ne plaise pas, l'important c'est que la plupart de nos clients soient satisfaits, et ça m'a mis du temps à le comprendre, mais c'est vrai que voilà, cette partie-là n'est pas la partie la plus chouette du métier. C'est pas le plus facile. Non. Moi, je ne suis pas encore arrivé, mais je viens. Oh, ben oui, petit à petit. Hein. Et alors, vous parlez de voyage sur Joli Tropissime. Oui. Vous parlez aussi de voyage avec vos enfants. Tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous suivre et qui, à chaque fois qu'il faut partir, surtout avec les enfants, ils hésitent beaucoup parce qu'ils se disent c'est compliqué, est-ce que je devrais le faire? Quel est votre conseil là-dessus? Je pense que souvent, c'est nous les parents qui nous stressons. Les enfants, tant qu'ils sont avec nous déjà, généralement, c'est déjà suffisant. Et je pense que nous, en tant que parents, on doit juste accepter que durant les vacances, peut-être les règles habituelles que l'on a à la maison ne pourront pas être parfaitement suivies, mais que c'est un peu le principe des vacances. Quand je suis en vacances, j'ai pas envie de penser au travail, j'ai pas envie de me lever aux mêmes heures que quand je travaille, etc. Ben, pour les enfants, c'est pareil. Ils vont sûrement se coucher plus tard, ils vont sûrement devoir manger des choses auxquelles ils ne sont pas habitués. Et des fois, on se dit, oh là là, avec mon enfant qui chipote beaucoup à la maison, qu'est-ce que ça va être à l'extérieur? Mais en fait, les enfants, une fois qu'ils sont excités par l'environnement, ils changent. Et ils peuvent même justement apprendre beaucoup des voyages. Déjà, ils apprennent qu'il y a d'autres endroits, d'autres langues, d'autres cultures, d'autres plats. Et donc, ça leur ouvre l'esprit. Et ensuite, ça leur permet souvent de s'assagir parce que comme ils sont occupés à observer, en fait, ils sont beaucoup plus sages qu'à la maison. C'est vrai. Moi, je trouve. Oui. Et alors, quel est peut-être, selon vous, le plus jeune âge où on peut commencer à emmener un enfant partir avec Pour moi, c'est vraiment depuis qu'ils sont tout petits. Je dirais même que quand ils ont moins de 2 ans, c'est pratique à plusieurs niveaux. D'abord parce qu'on ne paye pas le billet d'avion. Ensuite parce qu'à cet âge-là, généralement, on peut allaiter assez longtemps, donc du coup, même pour nourrir l'enfant, c'est très simple. Et aussi parce que, oui, à cet âge-là, vraiment, ils tiennent sur nos genoux, n'importe où on va, on les porte, et voilà, c'est réglé. Après, évidemment, plus ils grandissent, plus c'est gai. C'est-à-dire que quand ils sont petits, parfois, justement, on doit penser à avoir pris des couches culottes, on doit penser avoir pris assez d'affaires, alors que quand ils grandissent, en fait, c'est comme nous, ils se débrouillent avec ce qu'ils ont, ils peuvent plus exprimer leurs besoins. Mais pour moi, il n'y a pas d'âge limite. Les premiers voyages qu'on a faits, la plus petite avait, je pense, ici au Rwanda, elle devait avoir 2 ou 3 mois quand on a quitté Kigali pour l'amener du côté de Kibuye. Et pour prendre l'avion, elle devait avoir 9 mois. Et franchement, c'était absolument pas problématique. De nouveau, je m'étais imaginé qu'elle allait pleurer pendant tout le vol, que ça allait être terrible. Mais ça, c'est de nouveau les parents qui nous mettons beaucoup d'exigences. Les enfants, eux, en fait, ils sont plutôt cool. D'accord. Et ils s'amusent bien quand ils sont... Oui, tous les amusent. Et la plupart des gens sont quand même, surtout sur le continent africain, les gens sont très gentils avec les enfants. C'est vrai que moi, partout où on va, au Kenya, en Tanzanie ou quoi, je suis toujours ravie parce que voilà, dans la culture africaine, il y a quand même ce truc où un enfant qui fait du bruit, qui court,
ça ne dérange pas les gens. Et donc ça, c'est très agréable parce que voilà, c'est eux parfois qui nous rappellent, genre, mais laissez cet enfant courir, mangez votre repas, on va courir avec. Et c'est vrai qu'on est là, mais en fait, oui. Ah oui, c'est très bien, d'accord, merci de nous rassurer. De rien. J'espère que vous êtes rassurés aussi chez vous et que vous pourrez commencer à un peu sortir, ne serait-ce que sortir de Kigali Exactement. quand ce sera ouvert et aussi sortir du pays si possible parce que les enfants aussi ont besoin de découvrir et aussi c'est vrai que la famille a besoin parfois de sortir un peu de son cocon. Alors, le temps passe malheureusement très vite, mais on doit poser ces questions rapides. C'est le moment du tic-tac. La première réponse qui vous vient à l'esprit, quelle est votre activité préférée en week-end? La piscine. La piscine. Oui, aller au bord de la piscine. Ça nous manque un peu. Beaucoup, c'est hyper compliqué depuis un an. Vous êtes Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok? Instagram, 200%. D'accord. Est-ce que vous avez un endroit favori au Rwanda? Je dirais n'importe où près du lac Kivu. Gisenyi ou Kibuye, pour moi, ce sont les Kinunu aussi, ce sont les plus beaux endroits. Le coucher du soleil au lac Kivu, c'est unique. Unique, ça nous manque aussi. Oui. Et quelle est la plus belle destination que vous avez déjà prise? Après le Rwanda. Après le Rwanda, oui. Parce que le Rwanda est vraiment très beau. On a beaucoup aimé l'île de Zanzibar, avec la vieille ville de Staunton et les plages qui sont des plages de cartes postales. Je ne sais pas si les gens réalisent à quel point le continent africain a des plages incroyables, mais Zanzibar, on a beau avoir vu 20 000 photos de cet endroit, quand on arrive, on est juste là. Waouh, vraiment. Oh. Et d'ici, c'est une des destinations assez aisées quand on pourra voyager. Parce qu'avec Rwandais, voilà, on peut vraiment voyager très aisément et c'est pas cher. Il n'y a pas besoin de visa pour les Rwandais, donc c'est à ne pas oublier. D'accord. Il faut noter ça quelque part. Il faut noter ça sur vos. Et avez-vous un talent caché? Je chante très bien sous ma douche, mais seulement sous la douche. J'allais vous demander de chanter, mais il faudrait qu'on sous la douche. Voilà, la prochaine fois on construit voilà, une douche. On fera ça une autre fois. Oui, après la pandémie, dès qu'on ouvre, quelle serait, s'il n'y avait rien qui puisse vous empêcher d'y aller, quelle serait votre destination de rêve? Le Mozambique. Le Mozambique? Oui, c'est sur la côte est africaine. C'est un pays qui a une culture swahili. Et j'aime beaucoup la culture swahili et tout ce brassage qu'elle mélange. Pareil, de très belles plages, une très riche histoire. Et c'est une destination que j'aimerais vraiment découvrir. Voilà. Après, ce ne sera peut-être pas pour tout de suite après la pandémie, mais j'espère en tout cas vraiment un jour l'arriver de ma liste. Oui. Waouh, j'avais jamais pensé au Mozambique, je ne sais pas chez vous. Je pense qu'on devrait faire un segment régulier qui revient où Nathalie pourrait venir nous parler des destinations de voyage et tout ça. Bien, avec tous les petits plannings, les gens n'ont plus qu'à faire. Vraiment, toute cette émission, ça semble un peu un voyage, ça nous fait rêver. Est-ce que vous avez un souvenir cher d'enfance que vous pouvez nous partager? Donc moi, j'ai passé la majorité de mon enfance au Cameroun, donc c'est en Afrique centrale, mais un peu Afrique de l'Ouest. Et avec mes parents, on bougeait beaucoup le week-end et on allait un peu partout. Donc le goût du voyage, il vient de là. Mes parents nous ont toujours amenés partout avec eux. Et mon père faisait énormément de photos. Bon, il n'y avait pas Instagram ni Facebook à l'époque, mais je crois que s'il y avait eu Instagram, ça aurait été le meilleur influenceur de tous les temps. Parce que vraiment, il faisait des photos de tout. Et des fois, je me reconnais dans ça. Et donc, je crois que mon meilleur souvenir, ce sont ces week-ends-là où le vendredi, on quittait l'école, on allait dans la voiture et on savait qu'on partait pendant 2 ou 3 jours découvrir. Peu importe où, parfois c'était très bien, d'autres fois on se disait avec ma sœur, mais qu'est-ce qu'on fait là, c'est quoi cet endroit? Mais tout ça nous a donné un très grand goût du voyage et la découverte de l'autre en fait, parce que quand on voyage, on rencontre des gens différents et on s'ouvre l'esprit et c'est super important. Oui. Alors, on a cette question très bizarre, c'est comme ça qu'on essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision. Avec ça, face au miroir, lorsque vous vous regardez, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins, vraiment, physiquement? Alors, ce que j'aime le plus, c'est, je crois, le fait que je suis globalement très souriante. Je veux dire, même, je peux me sourire à moi-même, ça semble bizarre, mais je veux dire, je suis vraiment toujours en train de sourire. C'est vrai, en plus. Et quand je ne souris pas, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de grave. Ce que j'aime le moins, c'est quelque chose que je n'aimais pas quand j'étais en Belgique, mais que j'ai appris à aimer ici, en fait, c'est mon front. Donc j'ai le front de l'Afrique de l'Est, d'accord. Et quand on est en Europe, ce front-là, les gens ils nous en parlent tout le temps. C'est un grand front, il est vraiment grand ton front.
Et en fait, le truc, c'est que depuis que je suis arrivée ici, je suis totalement dans la norme. Oui. D'ailleurs, il n'est pas si grand que et ça voilà, ici. je suis dans la norme et j'ai découvert qu'en fait, c'était pas que au Rwanda, c'était le Burundi, Oui. c'était l'Érythrée, la Somalie, et qu'en fait, c'est le front de l'Afrique de l'Est. Oui. Et donc, pendant très longtemps, il m'a complexée, et aujourd'hui, en fait, j'assume complètement. Donc voilà, mais c'était quelque chose où j'ai vraiment du mal, parce qu'on m'en parlait tout le temps. J'étais là, bon, qu'est-ce qu'il a, ce front? Et puis tout d'un coup, tu arrives, tu te dis, oh! C'est juste que j'étais pas Finalement. au bon endroit. Absolument. On a passé un excellent moment, Nathalie. C'était vraiment très chouette. Merci beaucoup pour l'invitation. Un plaisir, oui. Il faut continuer à faire l'excellent travail avec Jolie C'est Tropissime. gentil. On a envie de découvrir encore plus à travers vos écrits, vos photos. Ben, c'était l'idée, donc Et c'est parti. bien sûr, à voyager avec les goûts Ouais. à Poivre Noir. Avec grand plaisir, on vous Oui. attend. Poivre Noir, ça se trouve à Kimihurura, c'est à Kigali. Et voilà, c'est un endroit qu'il faut absolument visiter. C'était un grand plaisir. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Allez, ciao!